aider son enfant.com. Bonjour tout le monde, vous êtes toujours à l'écoute du balado aider son enfant.com qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête, toujours sur le thème de l'intimidation et de la cyber-intimidation, accompagné du pétillant Éric Morissette, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal et spécialiste de l'intimidation. Salut Éric. Salut Carlo. Éric, on va aborder entre autres le rôle de l'école dans cette capsule-là. On a fait le tour du sujet, mais le rôle de l'école est crucial pour nos jeunes au primaire ou au secondaire qui sont victimes d'intimidation ou qui commettent des gestes d'intimidation. Ma première question, c'est quoi la différence entre le rôle du parent et le rôle de l'école dans ces situations-là? OK. Le rôle du parent, c'est de protéger son enfant, donc s'assurer que mon enfant soit bien. C'est pas de surprotéger. Surprotéger, ce serait faire à la place. OK. Donc, ce qu'on appelle le parent hélicoptère. Alors, ce que je veux, c'est protéger puis s'assurer du bien de mon enfant. Et puis, l'école doit s'assurer du bien de ses élèves. Donc, l'école, la mission de l'école, instruire, socialiser, qualifier. On a vu dans le témoignage de Maxime, elle a écrit une lettre où elle disait être victime d'intimidation en secondaire 1, qu'elle a glissé dans une boîte aux lettres à l'intérieur de l'école spécifique pour que les jeunes puissent s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Et elle est rendue en secondaire 5, puis elle n'a toujours pas eu de nouvelles par rapport à cette lettre-là. Donc, quand un enfant manifeste ou qu'un parent manifeste qu'un enfant est victime d'intimidation, à quoi on doit s'attendre de l'école dans les heures, jours qui suivent? C'est ce que tu me racontes, c'est dramatique. Ça n'a pas de sens que ça ait duré 5 ans, surtout que l'outil qu'on a mis en place, c'était pour intervenir rapidement. Si je suis un parent, qu'on en parle à la maison, mon enfant se dit victime d'intimidation, on a tendance à corroborer, ah oui, ce que tu as vécu, c'est pas bien, ou ce que tu vis depuis quelques semaines, ça fonctionne pas. Que notre enfant dit, regarde, je vais m'en occuper, je vais aller voir mon enseignant, mon enseignante, ou la direction, ou une éducateur, éducatrice spécialisée. Comme parent, là, est-ce qu'il faut s'attendre à un retour spécifique de l'école aux parents ou à l'enfant direct en un jour, une heure? C'est quoi le niveau de réactivité auquel on doit s'attendre? Moi, je dirais avec on laisse un 24 heures parce que effectivement, 24 heures, ça peut paraître comme beaucoup, puis pas beaucoup. Donc, pas beaucoup quand j'ai bien l'ouvrage dans le milieu scolaire pour tourner tous mes messages. Et comme parent, 24 heures, c'est 24 heures d'inquiétude qui peuvent même m'empêcher de dormir, là. Je peux faire une relance, je peux me présenter à l'école, demander au secrétaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris mon message? J'ai laissé un message par rapport à une situation, par rapport à mon enfant, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors, on peut vous présenter le service complémentaire, donc l'éducatrice spécialisée ou bien la psychoéducatrice, un technicien en travail social. Même chose, ça peut être la direction qu'on vous présente. Mais si vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez faire affaire après ça. Il y a le centre de service scolaire qui ont le secrétariat général et la gestion des plaintes. Donc, ça n'a pas été traité ou ça n'a pas été traité de la façon satisfaisante. Ça a été banalité, pas à votre goût. Donc, il y a une tierce personne qui est là, qui peut être impliquée dans le dossier pour vous aider à résoudre et que ça se fasse bien. Et à partir de septembre l'année prochaine, pour les collèges privés maintenant, il y aura le protecteur national de l'élève qui, lui, supervise le travail de protecteurs régionaux des élèves qui vont recevoir les dossiers des élèves dans des situations d'intimidation, entre autres, pour lesquelles le parent n'est pas satisfait ou est insatisfait, d'avoir quelqu'un de neutre qui vient arbitrer comme médiateur et puis qui va pouvoir intervenir au privé et au public. Parfait. Les parents qui nous écoutent là, ont peut-être des enfants qui ont vécu de l'intimidation ou peut-être qu'ils sont en mode prévention. Ils disent « Ah, moi, j'en ai vécu quand j'étais jeune, j'aimerais ça que mon enfant n'en vive pas. » Qu'est-ce qu'un parent concrètement peut faire pour prévenir que son jeune vive de l'intimidation? C'est de se parler puis de se dissocier de son enfant. Donc, soit parce que je l'ai vécu que mon enfant va vivre la même chose. Oui, pas faire cette projection-là. Là. Ouais. Juste ça, si je suis conscient de ça va éviter de vivre des émotions à sa place. OK? Parce que peut-être que la situation n'est pas si pire pour lui, puis moi, elle l'était grave. Alors, juste d'être prudent par rapport à ça. Une fois que ça dit, puis que j'en suis conscient, on fait de la pleine conscience, une fois que j'ai fait ça, le souper. Donc, on sait qu'un des facteurs de protection pour une bonne santé mentale, c'est une étude qui a été faite au Canada. Donc, ça a été publié par
par l'Université McGill. Donc, le souper familial est un bon facteur de protection pour la santé mentale parce qu'on parle de tout et de rien. Je pense qu'en prévention aussi, tu nous l'as déjà nommé, c'est la notion de renforcement positif ou de... Oui. Des fois, on s'en rend pas compte parce que ça fait partie du quotidien, mais dans les émissions de télé, dans des vidéos qu'on regarde et dans la vraie vie, on envoie des bons gestes que nos enfants ont ou commettent ou que d'autres font. Et de les nommer, ça, c'est super puissant pour enligner notre enfant qui est victime ou pour éviter qu'il devienne, qu'il commette des actes d'intimidation, etc. Donc, ce renforcement positif-là, là, c'est magique. Là. Et pourquoi? Parce que l'être humain, on a environ 250 biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une façon que notre cerveau fonctionne pour prendre des décisions rapides. Okay. On a beaucoup d'informations, puis on veut prendre des décisions rapides, mais c'est peu fiable, les biais cognitifs, et c'est découvert scientifiquement. Exemple, l'effet placebo, de croire qu'un médicament va me soigner, puis je suis en train de prendre des pilules de sucre. Donc ça, c'est un biais cognitif, c'est que mon cerveau, il se met en auto-guérison parce qu'il pense qu'il est en train de prendre une nouvelle molécule. Ça, c'est un biais cognitif. Il existe le biais de négativité. C'est-à-dire que le biais de négativité, lui, c'est que l'être humain, on prête attention à ce qui va pas, à ce qui est négatif et puis à ce qui va mal. C'est pour nous protéger. On réagit face à la menace. Ça fait depuis le début de l'humanité qu'il existe le biais de négativité. Donc, seuls les plus forts qui réagissaient à la menace, donc, étaient négatifs, survivaient. Donc, l'être humain, on l'a conservé. Alors, pour équilibrer un biais négatif, ça va prendre du renforcement positif. Donc, un biais négatif, là, ça va bien pendant 8 mois. Il se passe quelque chose ce matin. Puis là, je vais dire que ça va mal tout le temps avec ces élèves-là, toujours. Mais non, mais les 8 mois, tu les as oubliés. Puis qu'on a tendance à prendre pour acquis ce qui va bien et à le banaliser et à l'oublier. Ah, c'est intéressant, ça. Et négatif, ça vient nous marquer. Et les journaux fonctionnent avec quoi? Avec la nouvelle négative. Oui. Et puis, parce que c'est attirant pour le cerveau. Donc, pour rééquilibrer le biais de négativité, ça prend 5 interventions positives pour une négative. Donc, il y a une situation négative. Pour rééquilibrer la situation, ça va prendre 5 petites situations positives, dont le renforcement positif. C'est intéressant. Donc, parce que comme parents, c'est vrai que des fois, on a tendance à... la semaine se passe bien, il y a un comportement le jeudi soir, puis là, on a l'impression que notre enfant est complètement désorganisé, puis tout ça. Puis c'est d'autant plus... Ça va mal tout le temps. Tu vas dire que ça va mal tout le temps, qu'il écoute jamais, qu'il est toujours pas à son affaire. Donc, on utilise des gros superlatifs qui ne tiennent pas à route, toujours, jamais, tout le temps. Puis ça nous met dans notre émotion négative où on a encore moins le goût de faire du positif, où on a encore moins le goût de dire « Bravo, mon grand, t'as mis ton assiette dans le lave-vaisselle ». Mais on n'a pas le goût de dire, on est encore fâché contre lui parce qu'on a l'impression que tout va mal, tu sais. Oui, donc effectivement, puis la question du lave-vaisselle, c'est que là, je peux voir qu'il ne l'a pas mis, mais à chaque fois qu'il le met, ça va être plus important de nommer. Hey, merci. Donc, puis on a tendance à prendre pour acquis ce qui est positif, donc on ne le nomme pas. C'est vrai. Donc, on ne le rend pas important. Donc, si on veut que quelque chose se produise, il faut le nommer. Puis il faut le renforcer. Donc, ça, observez votre enfant, puis observez-les à faire des choses bien pour lui donner un renforcement positif. Donc, il n'y aura pas toujours l'impression que vous êtes sur son dos. Éric Morissette, merci énormément. On a fait le tour de la question de l'intimidation, cyberintimidation. On a rencontré Maxime aussi qui en a vécu. Évidemment, toutes les ressources qui auront été nommées seront disponibles sur la page du balado, autant sur aidersonenfant.com que sur le site de la Fondation Jeunes en Tête. Éric, merci encore. Merci à vous et bonne continuité. Merci.